Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Samedi Politique. Au programme cette semaine, un tour d'horizon de l'actualité avec, pour commencer, l'arrestation de Julian Assange, puis le Brexit et enfin la privatisation d'ADP. Et cette semaine, je suis en compagnie de François Asselineau. Bonsoir monsieur, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors vous êtes le président de l'UPR, les téléspectateurs de TV Liberté vous connaissent. Vous êtes également la tête de liste de l'UPR pour la course aux élections européennes de mai prochain. Pour commencer, François Asselineau, j'aimerais qu'on revienne sur une actualité brûlante. Jeudi, Julian Assange a été arrêté à Londres. Il était dans l'ambassade d'Équateur. Quelle première réaction avez-vous eue, puisque vous faites partie des politiques qui ont réagi ? Oui, on a réagi parce que depuis plusieurs années, en fait, moi j'avais demandé, et à travers moi l'Union populaire républicaine avait demandé au gouvernement français d'accorder l'asile politique à la fois à Julian Assange et également à Snowden, qui est actuellement, je vous rappelle, en Russie. Il me semble que c'est le devoir de la France, traditionnellement, d'accorder l'asile politique à des personnes qui sont persécutées en réalité pour des raisons politiques. Voilà. Alors, vous savez qu'il s'était réfugié, Julian Assange s'était réfugié à l'ambassade d'Équateur du temps où c'était le président Correa qui était président de l'Équateur. Le président a changé. Et puis, semble-t-il que ces conditions de détention, on savait plus très bien si c'était un asile ou une prison, cette ambassade. Je crois que ça s'est tendu. Et puis, Assange a lancé des appels, a menacé d'ailleurs de faire un procès, je crois, aux autorités équatoriennes. Et le nouveau président de l'Équateur a suspendu, a annulé l'asile politique qui avait été accordé dans cette ambassade. Alors, pour être très précis, je crois qu'il a dit que il a demandé aux autorités britanniques de ne pas éventuellement extrader Assange dans un pays où il risquerait d'être condamné pour la peine de mort. Parce que tout le problème est là, c'est qu'il a été sorti de l'ambassade manu militari, on l'a vu. Est-ce que le Royaume-Uni va faire un procès sur place? Est-ce qu'il va l'extrader? Vous savez qu'il avait un problème en Suède ou aux États-Unis. Il a été pour l'instant poursuivi. Le chef d'inculpation, c'est pour je sais plus quoi concernant la tentative de briser des codes secrets, etc. Mais s'il est extradé aux États-Unis, il pourrait avoir d'autres affaires sur le dos qui pourraient éventuellement aller jusqu'à la peine de mort. C'est peu probable parce que la dernière fois qu'il y a eu la peine de mort qui a été appliquée aux États-Unis, c'était pour les époux Rosenberg en 1953 pour, espionnage au profit en espèce de l'Union soviétique. Moi, ce que je retire de toute cette affaire, c'est que je trouve que le gouvernement français s'honorerait et l'Union européenne, puisqu'elle prétend en permanence donner des leçons de droits de l'homme à la planète entière, s'honorerait en donnant l'asile politique à Assange et en intervenant en tout cas auprès des autorités britanniques pour adoucir le sort de Assange. Et puis au-delà de ça, moi je vois dans cette affaire une dérive de plus en plus marquée dans tous les domaines vers la fin des libertés publiques en Europe occidentale. C'est très préoccupant à mon avis. Alors, je l'ai dit, plusieurs politiques ont réagi. Parmi ceux-ci, Stéphanie Gibault, numéro 2 sur la liste de Nicolas Dupont-Aignan. Elle est également lanceur d'alerte. Elle était dans la banque UBS, où un procès d'ailleurs a eu lieu il y a peu de temps. Je vous propose de l'écouter. Julian Assange a été arrêté parce qu'il milite pour la liberté d'expression, la liberté de la presse et la démocratie. Et notamment avec son site Wikileaks, ils ont publié des informations concernant les exactions de l'armée américaine sur des civils au Moyen-Orient. Et ils ont aussi expliqué que les gouvernements français de M. Sarkozy et de M. Hollande avaient été suivi, épié, espionné. Julian Assange donc est enfermé depuis 6 ans, plus de 6 ans, dans une ambassade, dans une pièce qui fait à peine 10 mètres carrés. Il n'a pas vu le soleil, il n'a pas mis les pieds dehors depuis plus de 6 ans. Il a demandé l'asile à la France, le pays des droits de l'homme. Cet asile a été refusé. Nous sommes quelques-uns à le soutenir et avons demandé au président Hollande qui se vantait de vouloir faire passer une loi de protection des lanceurs d'alerte, qu'il fallait absolument
pour des intérêts importants concernant notre pays, qui se dit le pays des droits de l'homme sur la scène internationale. Il fallait absolument accueillir Julian Assange. Toutes les demandes qu'on a faites à l'Élysée depuis 2013-2014 sont restées lettres mortes. C'est une honte absolue. Alors évidemment, on voit que cette arrestation est survenue à Londres. On connaît les liens relativement étroits entre Londres et Washington. Est-ce qu'on peut imaginer naturellement que Londres accepte l'extradition aux États-Unis ? Moi, je ne sais pas, je ne suis pas devin, mais je pense quand même que si Londres extrade Assange aux États-Unis, ils auront quand même eu une garantie de la part des autorités américaines que Assange ne risque pas la peine de mort. En tout cas, j'espère. Ça serait un tel scandale mondial, je pense que les États-Unis y perdraient quand même beaucoup d'images, tant est qu'ils ont encore une image favorable dans le reste du monde. Moi, ce que je pense quand même, c'est qu'on a affaire à une affaire quand même très très grave, parce que ce type n'a tué personne. C'était un lanceur d'alerte. Comme ça vient d'être dit à l'instant, ça fait quand même 7 ans qu'il était dans cette ambassade et il n'a fait que essayer de donner des informations sur ce qui se passe dans le reste du monde. D'ailleurs, pour la petite histoire, dans les papiers qu'il avait balancés, il y en avait sur Wikileaks des papiers concernant les rapports faits par l'ambassade des États-Unis en France, où on voyait que défilaient à l'ambassade des États-Unis, rue Faubourg Saint-Honoré, tout à côté de l'Élysée d'ailleurs, des gens comme François Hollande, du temps où il était secrétaire du Parti socialiste, du temps où il y avait d'autres, un certain nombre de personnalités de droite ou de gauche allant faire le kowtow, vous savez comme on disait en Chine, devant la génuflexion devant l'ambassadeur des États-Unis. Et il y avait même une dépêche me concernant au moment où j'avais été nommé délégué général à l'intelligence économique et où il était question du fait que je comprenais mal la façon dont ça se passait. Parce qu'effectivement, quand j'avais été nommé délégué à l'intelligence économique à Bercy par Nicolas Sarkozy, moi je voulais que l'on s'intéresse au pédigré des commissaires européens et à l'infiltration des lobbies des grandes entreprises, notamment des entreprises américaines, mais pas seulement, et également le pédigré des grands commissaires européens, notamment par exemple la commissaire européenne Nelly Kroes, de nationalité néerlandaise, qui avait fait capoter le projet de décret de Dominique de Villepin pour le protectionnisme, économique en matière d'intelligence économique. Et alors j'avais trouvé comme ça, en lisant Wikileaks, qu'il était question de moi. J'ai jamais été reçu à l'ambassade des États-Unis, je vous rassure. Mais enfin, il était question de moi de façon péjorative, puisqu'on considérait que je n'avais pas bien compris comment il fallait opérer. En fait, effectivement, les États-Unis veillent à ce que les hauts fonctionnaires français ne s'intéressent pas aux manœuvres avec lesquelles ils peuvent infiltrer les réseaux d'influence au sein de la Commission européenne, par exemple. De quoi expliquer l'attitude de la France dans cette affaire ? Oui, enfin la France, écoutez, vous avez vu, Monsieur Macron, il est là, il a accepté de se faire enlever les pellicules sur le veston par Donald Trump. Donc la France, elle est à la ramasse, elle est derrière les États-Unis. Je rappelle aux auditeurs que nous sommes dans les traités européens assujettis à l'OTAN. C'est l'article 42 du traité de l'Union européenne. Notre politique étrangère de sécurité et de défense doit respecter les principes de l'OTAN. Donc voilà, on est en fait sous la coupe des États-Unis. On le voit dans tous les domaines. Regardez la façon, par exemple, dont la France est en train de perdre pied complètement en Syrie et au Liban, parce que au lieu de garder une sage prudence et de rester neutre, on s'est complètement aligné sur la position américaine d'agression contre le régime de Bachar al-Assad. Idem au Venezuela. Au Venezuela, nous aurions dû rester bien prudents dans le conflit entre Guaido et Maduro. Non, on a reconnu au bout de quelques jours un pronunciamiento. Voilà, donc là, l'affaire Assange, malheureusement, c'est la énième preuve que la France n'est plus la France et qu'elle est complètement alignée diplomatiquement et géopolitiquement sur les États-Unis d'Amérique. Alors on va rester à Londres, François Asselineau, pour parler d'un deuxième sujet brûlant de l'actualité, c'est évidemment le Brexit. On a vu Theresa May retourner devant les instances européennes pour réclamer un nouveau report qui sera donc pour le 31 octobre prochain. On va commencer par regarder ses déclarations ainsi que celles de Donald Tusk. I've just met with Donald Tusk, the President of the European Council, where I agreed an extension to the Brexit process to the end of October at the latest. I continue to believe we need to leave the EU with a deal as soon as possible. This extension is as flexible as I expected and a little bit shorter than I expected.
but it's still enough to find the best possible solution. Please do not waste this time. Alors un nouveau report jusqu'au 31 octobre cette fois-ci. Je crois que c'est parce que le 1er novembre, les membres de la Commission se réunissent et donc après les élections européennes, évidemment, il faudra que l'affaire soit statuée, j'allais dire. On a quand même l'impression que cette histoire n'en finit plus. Vous savez, nous avons organisé à Londres, c'était le 29 mars, c'était le vendredi 29, le jour où il était prévu qu'il y ait la sortie, le Brexit. On a organisé une grande réunion publique qu'on avait appelée la France libre de nouveau à Londres. On a eu 650 personnes qui sont venues juste à côté de Westminster. Et nous avons eu une dizaine d'anciens ministres conservateurs ou travaillistes qui avaient appelé à voter pour le Brexit. Je retiens, la veille, j'avais invité aussi d'autres anciens ministres qui étaient venus à ma table, qui étaient tout à fait intéressés par notre démarche. Il n'y avait jamais eu de rassemblement politique de Français aussi nombreux à Londres depuis 1940. Donc ils étaient très, très intéressés parce qu'on était là avec des drapeaux Frexit et Brexit. Et la veille, dans ce restaurant, l'un de mes interlocuteurs, je demandais, et la reine? Et il m'a répondu, the Queen is the only British institution that still works. C'est-à-dire, la reine est la seule institution britannique qui fonctionne encore. J'ai appris au passage que la reine d'Angleterre, vous savez qu'elle n'a pas le droit de prendre position sur les affaires intérieures de son royaume. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs Obama, par exemple, ou Christine Lagarde, eux, de prendre position. Ils étaient allés dire aux Britanniques qu'il fallait voter contre le Brexit. La reine, pendant le référendum, avait envoyé des messages codés qui montraient qu'elle était plutôt pour le Brexit. Et ces jours-ci, aux alentours, un peu avant le 29, elle avait devant des chefs d'entreprise et des journalistes qui étaient présents à Buckingham Palace, elle a posé la question « But why is it so long ?» C'est la seule chose, ça a fait Flores au Royaume-Uni. Ils se sont aperçus, en effet, que c'était un message qu'envoyait la reine, ce qui est très important au Royaume-Uni. Pourquoi est-ce que c'est si long? En réalité, on a affaire au Royaume-Uni à ce que les Français ont vécu en 2005. En 2005, il y a eu 55% des Français qui ont voté non. Les européistes ont fait le gros dos pendant 2 ans et demi. Et puis, fin 2017, Nicolas Sarkozy a fait ratifier le traité de Lisbonne en passant par les parlementaires qui n'ont pas le même avis que le peuple, en définitive. Eh bien, c'est exactement la même chose au Royaume-Uni. Il y a eu 52% des Britanniques qui ont voté pour le Brexit. D'ailleurs, des Britanniques de droite et de gauche, et puis au centre, ils étaient plutôt contre le Brexit, un peu comme pour la Constitution européenne en France en 2005. Et puis les Britanniques, le gouvernement, je rappelle que Mme Theresa May avait appelé à voter contre le Brexit, que son gouvernement monocolore, Parti conservateur, est un gouvernement dont les 2 tiers des ministres étaient contre le Brexit. Et donc on a un gouvernement majoritairement contre le Brexit qui a été chargé de négocier le Brexit avec Michel Barnier et la Commission européenne qui était contre le Brexit. C'était mal parti. Alors, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a, à l'évidence, des manœuvres en sous-main pour essayer de torpiller purement et simplement le Brexit. Et il est en train de les Britanniques risquent de voir ce que nous avons vécu, c'est-à-dire que leurs parlementaires, en fait, les trahissent dans leur dos. Voilà. J'ai noté d'ailleurs que M. Moscovici, commissaire européen de nationalité française, il y a 3-4 jours, avait dit « J'ai l'intuition qu'il va y avoir un report ». Comment il pouvait avoir l'intuition 3 jours avant la réunion du Conseil des chefs d'État et de gouvernement? C'est parce que tout ça, en fait, est manigancé de longue date et qu'en réalité, d'ailleurs, vous savez bien que sur tous les sujets, il est impossible de trouver l'unanimité, sauf là. À chaque fois, il y a une unanimité pour reporter. Ce que je crains, c'est que les gens de guerre lasse ne finissent par admettre dans l'inconscient collectif, finalement, qu'on ne peut pas sortir de l'Union européenne. Moi, je voudrais faire passer ici un message qui est très important aux auditeurs. Ce qui est difficile, ça n'est pas de sortir de l'Union européenne. Parce que le Royaume-Uni aurait pu sortir déjà le 29. D'ailleurs même, il suffit d'aller sur le site internet du ministère des Finances français. Il y a toute une présentation qui est faite des mesures qui ont été prises par la France en cas de Brexit no deal, avec des douaniers qui ont été déjà mis en place à Calais. Ce qui est difficile, ça n'est pas de sortir de l'Union européenne. Ce qui est difficile, c'est d'obtenir que les européistes respectent le suffrage universel. Nous avons affaire à des fascistes bleus ou à des dictateurs bleus qui refusent le suffrage universel. C'est exactement la situation. Ce que je pense, c'est que, là aussi je pèse mes mots, l'histoire du Royaume-Uni est une histoire qui n'est pas douce.
Le Royaume-Uni a connu plusieurs fois dans son histoire des guerres civiles. Hein, et il n'est pas exclu que ça tourne très mal, cette affaire, parce que moi, ce que j'ai vu, c'est que les 52% de Britanniques, c'est pas à Londres. Hein. Les 52% de Britanniques, c'est l'Angleterre périphérique, comme on dit de la France périphérique des Gilets jaunes. C'est-à-dire les gens les laissés pour compte de la mondialisation, les laissés pour compte des politiques européennes. Ils sont vent debout. Ils sont tellement vent debout que j'ai entendu plusieurs personnes me dire, et non des moindres, Lord Hamilton, par exemple, qui était présent parmi nous, ancien ministre de la Défense britannique conservateur, qui était pro-Brexit et qui est venu nous soutenir dans notre opération La France libre, qui me disait que s'il y avait un deuxième référendum, il est tout à fait possible, voire probable, qu'au lieu d'avoir 52% d'anglais pour le Brexit, on monte à 54 ou 55%. C'est l'une des raisons pour lesquelles il n'y aura sans doute pas de deuxième référendum. En fait, on a une situation de blocage. Moi, je ne sais pas où tout ceci va. Mais ce qui est vrai, c'est que ça pollue un peu la campagne pour les Européennes en France. Voilà. Alors, ce que l'on a vu, en tous les cas, c'est que dans les dernières négociations, Emmanuel Macron est sorti du lot, entre guillemets, parce qu'il était celui qui plaidait pour un report le plus court possible. Cela a agacé d'ailleurs plusieurs dirigeants européens, notamment les Allemands. Est-ce qu'il faut s'en féliciter ? Vous savez, voilà, on ne sait pas très bien pourquoi il fait ça, puisque de toute façon, il avait dit qu'il n'accepterait pas de report s'il n'y avait pas un changement substantiel. Et puis bon, finalement, il n'y a aucun changement substantiel. On accepte un report. Moi, je ne comprends plus grand-chose dans toutes ces opérations. Ce que je sais, en tout cas, c'est que Macron et la France, là-dedans, sont tenus un petit peu. C'est pas eux qui tiennent le c'est plutôt l'Allemagne. Pourtant, Theresa May a fait 2 voyages, 2 visites, une en Allemagne, une à l'Élysée. Oui, bien sûr. Enfin bon, en l'espèce, c'est plutôt l'Allemagne et Donald Tusk, que vous l'avez montré à l'instant, le Polonais, qui sont à la manœuvre. D'ailleurs, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vient d'avaler Madame Theresa May ? Donald Tusk, il y a environ un mois, avait promis l'enfer. Il avait dit que ceux qui avaient fait le Brexit termineraient en enfer. Elle avait pris ça en plein dans les gencives. Maintenant, ils font reset. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a des forces au-dessus de Donald Tusk et de Theresa May qui imposent la fin du Brexit, la fin de l'idée même du Brexit. Rappelez-vous, le référendum avait eu lieu le 23 juin 2016. Dès le lendemain ou le surlendemain, on entendait des voix qui disaient de toute façon, on empêchera le Brexit de se faire. Voilà. Nous avons affaire, et là j'insiste, à une dictature qui s'est étendue à l'ensemble de la construction européenne, à l'ensemble du continent européen. On ne compte plus le nombre de référendums qui ont été violés. Je parlais de celui de 2005 en France, celui de 2005 aux Pays-Bas, les 2 référendums qu'il y a eu en Irlande sur le traité de Nice d'une part et sur le traité de Lisbonne. Il y a eu un référendum en Grèce sur l'accord entre la Troïka et l'UE. Les Grecs avaient voté contre cet accord, ils l'ont eu quand même. Il y a eu le référendum aux Pays-Bas en 2016 sur l'accord d'association Union européenne-Ukraine. Les Néerlandais avaient dit non, on l'a eu quand même. C'est-à-dire que désormais, eh bien, on ne tient plus compte du tout du vote des populations lorsque ce vote n'est pas conforme à ce que souhaite l'oligarchie. Ça a même été théorisé, vous l'avez vu, avec votre ami Bernard-Henri Lévy. Grand ami. Grand ami, qui a dit, vous avez vu, c'était il y a quelques jours, il a dit que désormais, eh bien, il faut partir du principe qu'il y a des votes dont il ne faut plus tenir compte. Voilà ce que c'est devenu. Ça a le mérite d'être clair. Ça a le mérite de la clarté, mais voilà ce que c'est devenu que la démocratie en Europe. En fait, c'est maintenant l'Europe qui avait inventé la démocratie, les pays d'Europe qui avaient inventé la démocratie, maintenant sont en train d'inventer une espèce de démocrature, comme on dit, c'est-à-dire de dictature qui ne dit pas son nom. Alors, dernière question sur ce volet Brexit, François Asselineau. On voit bien que le parcours est semé d'embûches pour quelques raisons que ce soit. Vous, qui êtes l'un des 2 seuls candidats à prôner officiellement le Frexit avec Florian Philippot, est-ce que ça vous amène à réfléchir, à avoir une nouvelle logique dans la présentation des choses et puis dans la stratégie aussi ? Oui, ça nous amène à réfléchir davantage parce que j'avais beaucoup insisté, j'insiste toujours sur la nécessité de respecter les traités et donc de respecter l'article 50 qui est la seule voie pour sortir un pays de l'Union européenne. En revanche, je l'avais déjà dit d'ailleurs depuis un certain temps, mais maintenant nous allons insister davantage. Madame Theresa May n'a pas bien négocié. Et elle n'a pas bien négocié, d'ailleurs au Royaume-Uni, certains
certains, parmi mes interlocuteurs, l'ont ouvertement soupçonné de jouer double jeu, puisqu'elle était contre le Brexit. C'est comme si, par exemple, Macron faisait un référendum sur le Frexit, que le Frexit gagne et que Macron, comme Chirac en 2005, reste à l'Élysée, bien qu'ayant été battu, et que l'on confie à Macron la négociation pour le Frexit. Vous imaginez un petit peu, beaucoup de Français diraient, mais il est en train de torpiller le projet. Donc, moi, ce que je note, c'est que Madame Theresa May n'a pas usé de tous les leviers de négociation qu'elle pouvait. Nous, si on arrive au pouvoir, on lancera l'article 50, mais si au bout d'un mois ou deux, on voit que ça patine et qu'il y a de la mauvaise volonté, on suspendra les versements à Bruxelles de notre aide, puisque vous savez que nous sommes des contributeurs nets. Or, le montant des versements n'est pas dans les traités. Ce sont des accords intergouvernementaux. Je peux vous dire que si la France arrête de verser de l'argent à Bruxelles, ils vont être plus magnanimes. Voilà, qui paye comment, si vous voulez, c'est que au bout de 3 semaines, ils auront des problèmes, ils n'arriveront plus à payer les fonctionnaires de la Commission. Donc je pense que ça accélérera. Et puis, si au bout de 3 mois ou 4 mois ou 5 mois, ça patine toujours, on fera une sortie comme ça, sans accord. On dira, écoutez, on sort maintenant et puis on va négocier l'accord après être sorti. Les ministres qui étaient venus à notre soirée nous ont mis en garde. Ils nous ont dit, lorsque le vote a été obtenu avec 52%, donc pour le Brexit, on était tous contents. Et en fait, ils ont été un peu naïfs. Ils ont pensé que, au pays du fair play, leurs adversaires seraient fair play. Et en fait, non. En fait, ils ont découvert qu'on a affaire à une engeance, les européistes, qui refusent le suffrage universel. Et ils nous ont mis en garde. Si un jour vous arrivez au pouvoir et que vous obtenez le pouvoir, lorsque vous lancerez l'article 50 et le Frexit, c'est à ce moment-là que vous devrez redoubler de campagne et de vigilance. Ils n'ont pas été assez vigilants. Ils ont fait confiance, en fait, aux grands principes démocratiques qui, pourtant, ont été inventés à l'époque contemporaine, à partir, disons, du XVIIe siècle au Royaume-Uni. Ils ont fait confiance. Eh bien non, maintenant, nous avons affaire à des véritables dictateurs qui empêchent l'expression du suffrage universel de se concrétiser. Alors le suffrage universel, lui, ne s'est pas exprimé, mais c'est l'Assemblée nationale qui a voté. On repart à la politique nationale. En France, l'Assemblée a donc voté la loi Pacte, une loi qui comprend un volet tout particulier, celle de la privatisation. Elle fait référence à ADP, Aéroports de Paris, mais pas uniquement, puisqu'on parle déjà de la Française des Jeux et d'Engie. On est allé faire un micro-trottoir pour demander aux Français, c'est nous le suffrage universel, on est allé leur demander ce qu'ils en pensaient. Je vous propose de regarder. Qu'est-ce que vous pensez de la privatisation de l'aéroport de Paris? Ça va être forcément moins bien derrière. Enfin, je pense que c'est un service public et qu'un service public, il est fait pour rester public, justement. C'est comme si on doit parler de la privatisation des trains, de la SNCF, tout ça. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. J'ai pas d'idée puisque je sais pas comment ça va se passer, quand, comment, etc. Elle cherche toujours à trouver de l'argent autrement et au final, c'est un peu, je pense que c'est un peu une connerie. Ben, le problème, c'est qu'elle a été décidée il y a un certain temps. Moi, je suis pas pour la privatisation des biens de l'État. Ça m'a l'air d'être un dossier complexe et franchement, j'ai pas les compétences pour dire ce que serait la meilleure solution. Il y a beaucoup de choses dans Paris aujourd'hui qui sont aux mains des étrangers. Après, si ça peut rapporter des sous à l'État, forcément, il y a une part enviable là-dedans. Après, je pense que, encore une fois, c'est un service public et ça doit quand même rester un peu aux mains des Français. Alors à l'étranger, ça me gêne. Après, que ce soit privatisé, ça me gêne pas, mais à l'étranger, ça me gêne. Pourquoi pas? Ça permettrait aussi peut-être des prix différents que ceux qui sont imposés par des compagnies ou des comme ça. Je préférais que ce type de bien reste à l'État français et ça me gênerait un peu qu'il appartienne aux Chinois. Il y a d'autres aéroports qui ont déjà été vendus, et notamment à des étrangers, en France et dans d'autres pays. C'est un problème général lié à la mondialisation. Est-ce que vous seriez prête, en tant que citoyenne, à signer une pétition pareille pour empêcher la vente de l'aéroport de Paris? Si je dois signer une pétition, je dois d'abord lire un certain nombre de choses avant. Et si je dois donner mon avis et signer une pétition, bien sûr. C'est pas la question qui importe, c'est celui qui pose la question. Donc non, je ne signerai pas. Non. Même si j'ai des doutes sur la privatisation de l'aéroport de Paris, mais je pense que c'est un problème qui doit être réglé autrement. Comme il faut récupérer 4 millions de signatures, c'est pas demain la veille. Donc je pense que c'est un peu trop tard. Alors qu'est-ce que vous en pensez, vous, François Asselineau ?
Plusieurs choses. La première, c'est qu'on n'a jamais demandé l'avis des Français. Rappelez-vous, Macron, son programme, c'était penser printemps, les amis. Il n'avait pas dit qu'il allait s'attaquer aux retraites, qu'il allait les vendre à des intérêts privés et étrangers notamment, les aéroports, Engie, etc. Première chose. Deuxièmement, j'avais prévenu pendant l'élection présidentielle ce qui allait se passer. Ces décisions relèvent directement du rapport des grandes orientations des politiques économiques publiées chaque année par la Commission européenne. Dans le rapport de 2015, il était demandé expressément la mise en concurrence. C'est la langue de bois européiste pour dire la privatisation. La mise en concurrence d'EDF, de la SNCF, d'Engie, c'est-à-dire d'Ancien Gaz de France. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Et plus généralement, la mise en concurrence de tous les services publics. D'où la privatisation. Il y a eu l'aéroport de Toulouse, maintenant l'aéroport de Nice, maintenant c'est l'aéroport de Paris. Un grand succès d'ailleurs, la privatisation de Toulouse. Alors Toulouse, M. Macron avait vendu ça en fait à des escrocs canadiens et chinois. Un Mike Spoon qui était en fait de l'escroquerie, on l'a retrouvé du côté des Bahamas. Donc personne ne s'est intéressé à la suite de ce qui s'est passé à Toulouse, où en fait ils sont là, ce sont des espèces de fonds vautours qui sont là pour dégager le maximum de cash pour rapatrier. C'est pas du tout des gens, pensez bien que des Chinois se moquaient éperdument de la qualité de service dans les aéroports à Toulouse. Ils ne sont là que pour essayer de maximiser leurs profits. Tout ça est un scandale. En fait, on est en train de vendre le patrimoine des Français, qui a été constitué par nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Hein. Il y a aussi des barrages hydroélectriques qui vont être vendus. Tout ceci, c'est ce que nous ont légué les générations antérieures. Et on est en train de vendre ça. Pourquoi ? Prétendument pour diminuer la dette publique. Vous savez que ce que l'on va récupérer, c'est l'équivalent peut-être de 1% ou 2% ou 3% de l'augmentation de la dette publique au cours de l'année. Donc la dette publique, elle augmente de 50 ou 60 milliards chaque trimestre, et en fait, on va vendre ça quelques milliards d'euros. C'est absolument inimaginable. On ne doit pas vendre ça. Nous avions demandé depuis belle lurette qu'il y ait des référendums sur ces questions. Je vois d'ailleurs qu'à l'Assemblée nationale, les Républicains, semble-t-il, d'un seul coup découvrent le problème et lancent le référendum d'initiative partagée. Sauf que pas uniquement les Républicains, justement, parce qu'on a vu qu'il y avait des communistes, des socialistes et des Républicains et plein d'autres élus. C'est exact. Mais oui, parce que moi, vous savez, je circule beaucoup en France pour la campagne pour les européennes. Soit dit en passant, d'ailleurs, il y a beaucoup de monde. J'étais hier à Cholet, il y avait quand même 220 personnes à 15 km de Cholet. Et je peux vous dire que de plus en plus de Français s'intéressent vraiment à ce qui se passe. Et ils ont bien compris qu'on est en train de vendre tout notre patrimoine à des sociétés privées. Je suis désolé, mais tout le monde a à l'esprit qu'il est possible qu'il y en ait qui aient des rétro-commissions et qui s'en mettent plein les poches au sommet de l'État. Voilà. Parce qu'il y a des moments à partir duquel, quand on prend des décisions aussi contraires à l'intérêt national. Aéroport de Paris, c'est quand même les plateformes aéroportuaires de la capitale française. Est-ce qu'il est imaginable de vendre ça à des intérêts chinois, russes, américains? Moi, je dis non. Il faut que la France conserve des grands services publics, conformément à ce que veulent les Français. Alors effectivement, les Républicains d'un seul coup, pour faire genre, s'allient avec les socialistes, avec certains communistes, pour essayer de lancer ce référendum. En plus, c'est un peu à la mode. Sauf que ma Constitution, ce référendum d'initiative partagée, comme l'a dit très justement l'un de vos interlocuteurs dans le micro-trottoir, il faut plus de 4 600 000 signatures. Voilà, 10% des électeurs. C'est n'importe quoi, c'est beaucoup trop. Et puis la dernière chose que je voudrais dire sur cette affaire, c'est un peu un détail, mais vous me permettrez quand même de le signaler, c'est que M. Mélenchon a voté pour la loi Pacte, alors que... C'est une erreur. Oui, c'est une erreur, mais vous savez que j'ai découvert, il paraît qu'il y a des gens qui sont allés pointer les erreurs de M. Mélenchon au Parlement européen. Vous savez combien il en a fait pendant qu'il était député européen? 266 erreurs qu'il a à chaque fois corrigé. Donc il a voté pour les farines animales, puis après il dit « Ah non, je m'étais trompé », et puis il a voté pour ci, etc. Donc je trouve que M. Mélenchon, s'il se trompe à ce point, quand il appuie sur un bouton, d'abord il ne faut pas l'élire à la présidence de la République. Il ne faudrait pas qu'au lieu d'appeler un huissier, il appuie sur le bouton de la force thermonucléaire, ça serait quand même un peu gênant. Mais en plus de ça, je considère que voilà, il y a quelque chose, il y a quand même là-dedans des choses qui ne sont pas claires sur ces questions. C'est une petite polémique que je lance, mais qui est juste. M. Mélenchon et la France insoumise ont en permanence voté contre l'intérêt des Français au Parlement européen. C'est quand même important au moment où les Français vont se décider. Pour revenir maintenant sur l'affaire de l'aéroport de Paris, mais aussi de Engie, mais aussi de la SNCF, mais aussi de EDF, etc., il faut arrêter, il couper court à ça. Et le problème des Républicains, ou le problème des socialistes, ou le problème des communistes, c'est qu'aucun de ces partis ne propose la sortie de l'Union européenne, ne propose le Frexit. C'est-à-dire qu'en fait, ils font semblant de protester, mais ils ne s'attaquent pas aux causes premières, parce que s'ils étaient en fonction,
ils seraient obligés d'obéir eux aussi à ce rapport des grandes orientations des politiques économiques de la Commission européenne et ils seraient eux aussi obligés de privatiser nos services publics contre la volonté du peuple français. Merci beaucoup François Asselineau. Merci de m'avoir reçu. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de partager, de liker et de commenter cette vidéo. En attendant de se retrouver la semaine prochaine.